Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer nos échanges avec nos invités de marque. Celle d'aujourd'hui, on ne la présente plus, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, parce qu'elle est une voie d'expérience, une voie d'exigence, mais aussi une voie pour l'avenir de notre école. Elle est au carrefour, n'est-ce pas, de la théorie, du terrain, mais aussi de l'écriture. Pour les gens de ma génération qui avons été alors ces étudiants à l'école normale, nous avons alors eu beaucoup de souvenirs, mais de beaux souvenirs d'elle. Celle-là, donc je la nommais, c'est André-Marie Diagne. Bonjour madame. Bonjour monsieur Bey, bonjour à toute la DRTS. En tout cas, une maison que vous connaissez déjà. Très bien, dont j'ai d'ailleurs rencontré le directeur, monsieur Tchane, hier au ministère de l'Éducation nationale et qui me disait, mais on vous attend. Hein? Je dis, mais demain je serai chez vous. Très bien, et même l'ancien aussi, Alsan Beng. Tout à fait, un de mes tout premiers étudiants que j'ai eu plaisir à accompagner ici, donc bien avant la période de la Covid. Mais en dépit j'allais dire, du baptême de votre ancien pays d'origine, oui, le Burkina Faso, vous continuez à vous revendiquer comme voltaïque. Disons que je suis née voltaïque et je suis devenue burkinabé. Je suis née voltaïque puisque je suis née en plein milieu du XXe siècle, dans une ville que j'aime beaucoup, c'est Bobo-Dioulasso, qui me rappelle par certains côtés la Casamance, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Casamance. Très bien. Et qui est donc un symbole culturel aussi très fort au Burkina Faso. Très bien. Mais maintenant, qui est André-Marie Diagne? Alors, André-Marie Diagne, elle va d'abord se présenter comme une Samo. Une Samo, c'est mon ethnie. En Bambara, on dit Samogo, Samorodé, Samoromousso, pour dire que notre ethnie, ce sont les gens de San. Les gens de San. San est une ville aujourd'hui au Mali. Donc, mes parents viennent d'une région, et l'ethnie Samo, frontalière avec le Mali. Et à l'occasion aussi, rappeler que le professeur Joseph Kizerbo est Samo. Et donc, c'est notre ethnie qui a souvent ces noms qui en Samo, ça veut dire chef. Zerbo, c'est un autre nom. Drabo, c'est un autre nom. Bonané, Kobiané, Paré, ce sont des noms. Samo, nous sommes les cousins à plaisanterie des Mossi, qui sont l'ethnie dominante. Les Moronaba, les Ouidraogo et autres, ce sont nos esclaves. Très bien. Oui, ça c'est un peu le côté voilà. Le côté origine, identité. Tout à fait. Maintenant, est réellement, parce que vous avez tout à l'heure évoqué Kizerbo, oui. Nous allons peut-être y revenir, mais faites-nous un peu très rapidement le portrait d'André-Marie, son parcours, etc. Alors, je suis née dans une famille où il y avait 8 filles. Il y a toujours 8 filles et 3 garçons. Donc, une famille dans laquelle, comme on est en Afrique, les Africains aiment bien avoir d'abord des garçons pour perpétuer la lignée. Ma mère en avait eu un avant moi, malheureusement, qui est décédé avant ma naissance. Mais dans la famille, je pense qu'on a toujours considéré les filles à égalité avec les garçons. Donc, on n'a pas eu de problème de genre de ce point de vue. Fille d'un instituteur, directeur d'école, devenu, comme par miracle, ministre de la Jeunesse et des Sports à la veille de l'indépendance de la Haute-Volta, puis député de son village, Thomas, pendant donc des années, jusqu'à la chute du premier régime de Maurice Yameogo en Haute-Volta, en 66. Donc en 66, je devais être en seconde, et j'ai eu la chance, en Haute-Volta, de voir la Noire 2 de Saint-Ben. Vous voyez déjà, pour dire que le Sénégal se profilait
dans ma vie, Dans la vie. sans que je m'en doute. Absolument. Mais déjà, j'avais appris à connaître le Sénégal dans mon enfance en lisant la belle histoire de Luc le Lièvre. Avec ma petite sœur, on aimait s'amuser à retrouver les noms des personnages et les expressions wolof. Absolument. Et voilà, je dis le cheminement, c'est un peu ça. J'ai donc vécu ma jeunesse, mon enfance, jusqu'à l'année où j'ai passé le bac, en 69, pour me retrouver donc à Bordeaux pour faire les classes préparatoires. Donc, c'est un peu ça mon circuit. J'y suis allée pour faire d'abord des études de philosophie. Ce que peut-être beaucoup ne savent pas. Absolument. J'ai d'abord une maîtrise de Oui, philosophie. vous êtes maîtrisard en philosophie. Mais je me suis dit qu'avec mon diplôme de philosophie, en retournant à Haute-Volta où il n'y avait pas beaucoup de lycées, on allait me demander d'enseigner le français. Autant faire comme certains grands écrivains comme Cheikh Hamidou Kane l'ont fait, avoir un deuxième diplôme, c'est-à-dire la licence et la maîtrise de français, au cas où on me demanderait d'aller enseigner le français. Donc, vous voyez, j'avais un peu prévu Absolument. donc, cette bivalence-là. Et donc, c'est à la suite de ces études que je vais rencontrer un certain Mamoussé Gagne et bon, je vais me retrouver au Sénégal en l'épousant. Et comme ça. Ensuite, Et comme ça. en discutant un peu, Oui. vous avez été donc affecté, après Voilà. votre installation au Sénégal, vous êtes affecté dans un Un collège CMT, voilà. et on vous a rejeté comme ça, quoi. Parce que Raconte-nous c'était avant. plutôt un professeur de mathématiques qu'on voulait. Et je vais dire heureux rejet, puisque grâce à ce rejet, j'ai pu faire mon année pédagogique de formation à l'école normale supérieure, où nous étions 12 dans la promotion pour faire le KS. Donc, j'ai fait une année de formation pédagogique, alors que, après mes études, de 74 à 75, j'ai enseigné en Haute-Volta, avec seulement 15 jours de formation pédagogique. Je vous assure, Monsieur Bey, que je ne suis pas prête à demander à quelqu'un de faire la même expérience. Nous allons encore y revenir. C'est tout le débat parce que la formation initiale, c'est ça. Alors elle est Pour un importante. enseignant, elle est Donc, très comme importante. ça, vous êtes Donc, après quel finalement bonheur, devenu. donc, grâce au professeur Ibader Thiam, que je tiens à remercier, même si c'est à titre posthume, et je connais bien son épouse, donc qui nous a accueillis, Mamoussé et moi, quand on est arrivé au Sénégal. Lui, il était un ancien normalien et qui m'a permis donc de faire mes études, sa formation pédagogique, le suivi et disons, quelque temps après, les formateurs du département m'ont associé à la formation à la FASTEF. Très bien. Et comme ça, vous avez encore rampé jusqu'à devenir inspectrice de l'éducation. Voilà. Donc, c'est un beau donc, parcours. Oui, que voilà, je voudrais à ce propos remercier le Sénégal, ma patrie aujourd'hui, de m'avoir accueilli, de m'avoir intégré de cette façon-là, parce que c'est le président Léopold Sédar Senghor qui m'a remis mon diplôme à l'ENS, qui a dit à Mamoussé que j'avais de plein pied la nationalité sénégalaise de par mon mariage. Donc, vous voyez. Hein? Très bien. Ça, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Très bien. Alors, donc, merci en tout cas pour cette présentation. Mais nous avons surtout aujourd'hui, je crois, l'occasion de revenir sur beaucoup d'aspects. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une voix d'expérience, une voix aussi autorisée pour parler de l'enseignement du français au Sénégal. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes. Il y a beaucoup de procès, en tout cas, qui est fait alors contre le français, et surtout ses locuteurs. Des enseignants aux étudiants en passant par les journalistes, Absolument. Tout le monde est là-dedans. Tout le monde est incriminé. Voilà, tout le monde est incriminé. Oui. Voilà, vous qui avez traversé plusieurs réformes, initiatives et programmes, comment définirez-vous aujourd'hui la place qu'occupait le français à l'époque avant l'indépendance et au lendemain de celle-ci? Alors, parler du français, je me référerai d'abord aux textes fondamentaux. La Constitution du Sénégal, en son article 1er, Constitution qui date de 2001, dit que la langue officielle du Sénégal, c'est le français.
Absolument. Donc, il a ce statut de langue officielle. Mais c'est une langue étrangère pour beaucoup de Sénégalais. Et la tendance aujourd'hui, vous regardez la presse, c'est, disons, de recourir aux langues nationales, notamment au Wolof. Et le Sénégal est un cas d'exception parce que c'est l'un des rares pays africains où une langue du terroir, une langue nationale, domine et partagée par tous les habitants, pratiquement, sans qu'on rechigne comme il y a quelques décennies. Hein. Dans une famille alpulaar, vous n'alliez pas parler Wolof. Hein. Alors qu'aujourd'hui, vous allez en Ziguinchor, vous allez dans le Fouta, vous pouvez parler Wolof aux populations. Personne ne refuse le Wolof. Donc, c'est une chance qu'on ait cette langue, comme le Swahili dans d'autres régions de l'Afrique, ou le Bambara. Mais le problème demeure que le français est en contact dans tous les pays africains, anciennes colonies, avec des langues qu'on nomme langues nationales, ce ne sont pas des dialectes, ce sont des langues avec des variantes. Par exemple, le sérère, vous savez qu'il y a plusieurs variantes du sérère. Mais que ces langues-là sont les langues maternelles de nos enfants. Seulement l'école coloniale avait imposé ce qu'on appelait l'apprentissage direct du français, pas l'apprentissage du français langue étrangère, mais on prenait l'enfant comme s'il était déjà un locuteur. Et à ce propos, une petite anecdote. J'ai commencé l'école dans un petit village en Haute-Volta qui s'appelle Satiri, où mon père a installé la première école. Il n'y avait jamais eu d'école dans ce village. Et donc, il n'y avait pas de jardin d'enfants à l'époque. Et moi, je suivais un peu ma grande sœur. Elle allait à l'école, je la suivais, je n'avais pas l'âge d'être inscrite. Et conformément aux règles, mon père a attendu que j'ai l'âge d'être inscrite. Et il m'a rétrogradée dans la nouvelle classe de CP1, avec des enfants qui n'avaient jamais entendu parler le français. Alors, de là vient peut-être la conscience que j'ai du traumatisme qu'il y a à parler le français à des enfants dont ce n'est pas la langue maternelle. C'était absolument des borborigmes qu'on entendait quand le maître disait « je montre l'école ». Il demande aux élèves de répéter cette phrase. Pour quelqu'un qui n'est pas francophone, vraiment, j'ouvrais de grands yeux parce que mes petits camarades n'arrivaient pas à le faire. Donc, d'ailleurs, c'est une situation assez particulière pour l'Afrique subsaharienne, parce que c'est seulement en Afrique subsaharienne qu'on dit que l'élève commence l'école de base par une langue étrangère. Voilà. Maintenant, la tendance, c'est de vouloir les langues nationales. Mais je pense qu'il y a un problème d'organisation. Parce que nous avons un système de fonction publique où on affecte les enseignants sans tenir compte des langues maternelles. Absolument. Et à ce moment-là, si un instituteur va au Fouta alors qu'il est sérère, mais quelle langue va-t-il parler à ses élèves? Et il y a des tas de récits biographiques dans notre littérature qui montrent les difficultés que ces instituteurs créés en main ont eues dans des régions qui n'étaient pas leur région de langue maternelle à parler à la population. Donc, à ce moment-là, l'enfant est traumatisé, l'enseignant aussi est malheureux de devoir jouer des mimiques, des imitations pour faire comprendre à l'enfant ce qu'il doit faire, dire dans cette langue imposée qu'est le français. Langue étrangère, mais je dirais aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas se passer de ces langues des anciens colonisateurs. Pourquoi? Parce que c'est notre moyen de communiquer avec d'autres États. Si vous allez par exemple au Gabon, en quelle langue allez-vous parler avec nos frères gabonais? Je prends un exemple. C'est le français ou alors ça sera le portugais si vous allez en Guinée-Bissau ou en Angola qui va nous permettre donc de communiquer. Donc, ça veut dire que nous avons dans notre héritage culturel, historique, ces langues qui nous ont été imposées, ces langues que nos aînés ont parlé, ont maîtrisé, souvent mieux que les autochtones eux-mêmes. Au point que quand les Africains parlent en France le français, il y a beaucoup de Français qui s'étonnent, mais qu'est-ce que vous parlez bien le français? Souvent mieux que eux-mêmes. Absolument. Voilà. Et il y a juste cette nuance des accents qu'on arrive, par exemple, un Béninois qui parle français, j'arrive tout de suite à le situer. Un Congolais aussi, je devine un tout petit peu.
Et je vais même jusqu'à dire, dans l'ethnie, la population voltaïque, en guillemets, j'étais en stage en Belgique, j'attendais mon train, et puis il y a un jeune homme qui vient, on se salue en africain à l'étranger, hein. Il y a une sorte de fraternité qui est spontanée. Absolument. Alors, dès qu'il parle, je lui dis en rigolant, je lui dis, non seulement vous êtes voltaïque, mais vous êtes même aussi, c'est-à-dire mon esclave. Absolument. Et pile, j'avais tout à fait raison. Parce que sa façon de parler le français, je l'ai identifié tout de suite comme un Mossi. Très bien. Mais donc, on voit le statut qu'occupait donc, la langue française, en tout cas dans notre système éducatif avant l'indépendance, tout juste après l'indépendance. Pour beaucoup, c'était donc une langue de la réussite et de promotion sociale. Tout à fait. Parce que, en fait, le système colonial n'avait pas cette volonté de scolariser tous les Africains, tous les colonisés qu'ils avaient. Ils avaient juste besoin de former les cadres indispensables à l'administration. Très bien. Et surtout, il ne fallait pas permettre aux Africains d'accéder à l'enseignement supérieur. Je donne un cas, par exemple, comme le président Lamine Gueye. Tout le monde sait que ce n'est pas l'État colonial qui lui a donné une bourse pour aller faire des études. Absolument. Un autre cas d'une famille très célèbre, c'est la famille du recteur Seydou Madanissi. Une famille où il y a eu de grandes personnalités. Le père est décédé assez prématurément. Et donc, je le tiens d'un des frères, le médecin, qui dit que leur mère allait faire du commerce. Elle achetait des produits au Soudan à l'époque, le Mali, pour venir les vendre et permettre à ses enfants de faire leurs études. Elle a payé les études supérieures de ses enfants. Parce que sinon, vous vous arrêtiez au niveau du brevet. Absolument. Souvent du certificat. Absolument. Donc, vous voyez, le projet colonial, projet de scolarisation, n'a pas cette ambition d'ouvrir tous les Africains. Absolument. Et on voit, quand on parle souvent de l'exemple de William Ponty, quand on regarde un peu dans la durée le nombre d'étudiants africains formés, véritablement, le ratio est très faible. C'est vrai, mais quand même, je vais dire, pour encenser William Ponty, c'était une formation extraordinaire. Absolument. Sur tous les plans. Et je vais donner un exemple. Un des tout premiers écrivains voltaïques, Nazi Boni, est sorti premier au concours d'entrée à William Ponty et à la sortie. C'est un des premiers écrivains de Haute-Volta. Il est très connu, très des temps anciens. Je crois que tout le monde a connaissance de cet ouvrage. C'est un ancien pontin. Très bien. Voilà. Comme Fouet-Boigny, comme... Très bien. Je crois que d'ailleurs, il y a d'autres émissions qui sont réservées à William Ponty. Voilà, avec le professeur Ndiaye. Oui, il y a Ndiaye qui est passé, Doyen Kandji doit passer, voilà, et un certain Hervé. Aussi qui doit nous parler un peu de ce qui s'est passé à William Ponty. Mais aujourd'hui, quel est officiellement le statut du français dans notre système éducatif? Est-il toujours une langue d'enseignement ou est-il devenu simplement une langue enseignée? Alors, bon, disons en préparation de ma réponse à cette question, je me suis encore référée aux textes officiels, c'est-à-dire aux lois d'orientation de l'éducation nationale. Il y a différentes lois d'orientation. Il y a toute une histoire aussi des réformes de l'enseignement du français dans notre pays, mais aussi en Afrique. Parce que c'est le continent, c'est l'ensemble des anciennes colonies. En 1972, les ministres de l'Éducation nationale, sous l'égide de la Confémen, se rencontrent à Tananarive pour décider d'africaniser les programmes, notamment dans l'enseignement du français. Absolument. Et c'est de cette africanisation que vont naître les manuels que nous avons appelés Falk et Kane, que vous avez certainement connus. Oui. Monsieur le professeur Mohamedou Kane, mon directeur de thèse, qui est un des co-auteurs avec Madame Jacqueline Falk, que j'ai eu la chance de connaître, de rencontrer au lycée Van Vaux, qui est l'établissement où j'ai commencé à enseigner. Pour dire qu'à un moment donné, les Africains, nouvellement indépendants, ont décidé de prendre en main la production des contenus de l'enseignement du français. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, cet enseignement, si je regarde la préface du premier, l'ancêtre des manuels, Moussa et Gigla, on se rend compte que
C'est Moussa d'abord et Giglas. Moussa et Jigla, qui est un héritage de mon père. Hein. Ah ouais, très bien. Il est aussi vieux, il date de 1952. Ah oui, Et c'est un livre donc, un manuel qui a été conçu à l'imitation d'un des manuels de France où on voyait le voyage, la découverte de la France par deux enfants. Donc un apprentissage axé sur la découverte, sur la variété, la diversité, sur le voyage. Ça, c'est tout un projet, un Absolument. programme. Et aujourd'hui qu'on parle de refondation, aujourd'hui que, par exemple, quelqu'un comme le professeur Félune Sarr parle de la force pour créer le présent, absolument. je pense que c'est ce type d'apprentissage axé sur le vécu, sur le réel, qui nous permet de prendre en charge nos sociétés, notre culture, nos valeurs et d'accompagner la formation de nos enfants Absolument. vers le modèle que les lois d'orientation auront décidé. Absolument. Et donc, à travers ces lois, celles de 71, celles de 79, et puis on aura aussi les États généraux de l'éducation et de la formation en 1981, c'est une rencontre fondamentale pour le système éducatif sénégalais. Absolument. On va se rendre compte que le statut du français a un peu bougé. Je dis bougé parce que de langue officielle, langue de l'enseignement et langue de l'administration, on est passé à un statut de français langue seconde. Langue seconde. Une langue, disons, étrangère à côté des langues nationales. Absolument. Mais dont la didactique va différer de la pédagogie de la langue maternelle. Absolument. Celle qui est faite, par exemple, pour les enfants en France ou dans certaines colonies françaises qui sont encore sous domination. Donc, pour dire que le statut que cette langue a va déterminer la didactique. Absolument. On parle de français langue étrangère. On a eu le CLAD au Sénégal. Absolument. La méthode CLAD pour parler français, qui est une méthode axée sur l'apprentissage des langues étrangères, Absolument. qui ne demande pas le recours à la langue maternelle de l'enfant. Absolument. Donc, on est plongé directement dans la langue qu'on doit apprendre. On va en cerner la mélodie. Par exemple, lorsqu'un Sérère parle, un Pulaar, un Diola, on va sentir la mélodie de la phrase. Absolument. Mais la phrase française, excusez-moi de vous le rappeler, elle a aussi une mélodie. Absolument. Elle monte et on dit, elle va vers la chute, le point final. Absolument. Mais je regrette de dire qu'aujourd'hui, dans la presse sénégalaise, nous sommes en train d'assister à une sorte de déformation Absolument. de cette mélodie de la phrase. Absolument. Parce que si je lis une phrase, je vais vous en lire une. Dans tous les coins du monde où l'on apprend, le livre de lecture courante est le compagnon inséparable, le guide, l'ami. Si je m'arrête à l'ami, avant de dire de l'écolier, vous dites qu'il y a une rupture là. Absolument. Elle n'est pas utile, cette rupture. Absolument. Je devrais dire inséparable, le guide, donc l'ami de l'écolier. Absolument. Le complément du nom, je ne peux pas le séparer de nom qui compte. Absolument. Donc, nous, les enseignants, nous sommes un peu inquiets parce que les journalistes sont aussi des modèles pour nos élèves. Absolument. S'ils disent certaines choses, nos enfants vont dire, mais c'est bien parce que monsieur, un tel, madame, une telle, une grande journaliste, Oui, là, la puissance voilà, du médium. de l'image. Absolument. Très Donc bien. là aussi, je suis une enseignante. J'ai souvent regardé, il y a quelques années, à la télévision, des émissions que les professeurs d'anglais mettaient à la disposition des élèves. Mais il n'est pas venu à l'esprit d'un enseignant de vouloir déformer cet anglais-là pour l'apprendre aux enfants. Alors pourquoi voulez-vous que nous, on déforme ce français-là quand on l'apprend à nos enfants? Oui, je crois que c'est un problème qui est fondamental parce qu'en réalité, au niveau de l'intonation, quand on regarde un peu le cours qu'on peut développer sur l'intonation, on se rend compte que pour ce qui est de la phrase exclamative et de la phrase interrogative, véritablement, l'intonation n'est pas la même. C'est pas la même chose. On apprend les types de phrases. Très bien. Je crois que là aussi, c'est un problème. Et on aimerait d'ailleurs
rappeler que souvent Senghor, le président Senghor, tenait beaucoup à l'articulation, à Tout à fait. l'intonation. Et même qu'il surveillait la télévision nationale. Voilà, donc il y a tellement De d'anecdotes. même qu'il surveillait le travail de la Commission nationale de français. Ah oui? Ça, rien ne pouvait paraître qui n'eût passé par la présidence pour la réforme du français au Sénégal. Très bien. Donc, je crois Donc, que... on est en plein là-dedans. Donc, après 72, sous l'impulsion du président Senghor, le président Senghor se rend compte que le programme qui est proposé dans les manuels qu'on va sortir, et après il y aura Falkekan, est centré sur les centres d'intérêt. Il est plus sociologique que littéraire. Donc, il va mettre sur place cette commission nationale de la réforme de l'enseignement du français, et vous vous rendrez compte que c'est le même sigle que la Commission nationale de réforme de l'éducation et de la formation. Il y a eu une sorte de clash là. Je ne sais pas, ces deux ovnis qui vont se rencontrer. Alors nous, les Français, on va dire chapeau bas à la Commission nationale de réforme en 81 et on va devenir CNF, Commission nationale de français. Très bien. Voilà. Donc, pour dire donc cette décision a été prise de donner une tournure beaucoup plus littéraire à l'enseignement des textes au Sénégal. Très bien. Je crois que faire cette historique-là aussi permet de comprendre en quoi les enjeux. Tout à fait. Parce que quand il y a l'implication d'un président de la République à ce niveau... Qui veillait. Ça alors, récemment, dans les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui se permet d'annoncer avec beaucoup de, je n'ose pas dire d'audace, que Senghor a triché en disant qu'il est agrégé de grammaire. Franchement. Est-ce qu'on peut tricher en déclarant qu'on est agrégé? On peut s'accoler de faux diplômes, mais avoir passé l'agrégation, on en connaît deux, hein, le professeur Omar Sankari. Très bien. Mais... agrégé de lettres classiques et de grammaire. Avec Senghor, on en a deux. Absolument. et aujourd'hui, dans la refondation curriculaire en cours, en fait, quelle place les autorités devraient-elles donner alors, la place que les autorités devraient donner au français face à l'anglais qui est introduit et aux langues maternelles. Voilà, disons qu'on ne va pas faire Babel, la guerre des langues, hein, parce que le projet de Babel a échoué parce qu'il y a eu la guerre des langues. Mais ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a une langue dominante, c'est le Wolof. Absolument. Mais à côté, il y a d'autres langues dont les pratiquants tiennent à leur culture d'origine, ne sont pas prêts à noyer ça dans la culture Wolof. Hein. J'aime bien regarder à 2STV, les chanteuses alpulaar, elles sont toutes belles, elles chantent bien dans leur langue. Baba Mal, par exemple. Maintenant, nous avons la situation que le français est en contact avec ces langues. Par exemple, si vous dites le mot 6, le 6 en Wolof, qu'est-ce que c'est pour vous? 6, Yorma 6. Yorma 6. 6. Oui, la 16, la déformation. Vous avez vu, le mot chaise. Donc, il y a des mots qui sont dans le Wolof, mais qui sont des déformations de mots Wolof, français. Si je dis Auma 15, d'où vient le mot 15? C'est un mot anglais. Absolument. Je n'ai pas une pièce de 1 franc. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas interdire aux langues de s'influencer, de s'interpénétrer. Mais c'est un phénomène qui s'étend sur des siècles. Absolument. Ce n'est pas sur une, deux, même des décennies, non. Absolument. Hein, le créole, ce n'est pas né n'importe comment. Absolument. Le français petit nègre, on l'a dit aussi, hein, on ne le parle plus, mais c'est au contact de plusieurs langues qu'on peut avoir ces chocs-là. Maintenant, l'harmonie est de trouver comment enseigner cette langue dont nous aurons besoin pour communiquer à l'ère de la mondialisation avec d'autres, comme l'anglais. Je vais vous prendre 2 cas. Je prends le Rwanda, qui a décidé, Rwanda, ancienne colonie belge, on sait qu'en Belgique, il y a 2 grandes langues, il y a le français et le flamand. Absolument. Le Rwanda et le Burundi sont des colonies belges de langue française. Absolument. Alors, à un moment donné, les autorités décident de laisser tomber le français pour choisir l'anglais. Liberté à eux de le faire. Mais, je veux dire à ce moment, quel paradoxe de voir la secrétaire générale de la francophonie
rwandaise d'un pays qui ne veut plus du français. Absolument. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Hein. Absolument. C'est une réaction épidermique de la Absolument. prof de français que je suis. Mais pour dire qu'il y a des exemples, des cas. Je prends Madagascar, le Rwanda, comme je vous ai dit, Rwanda-Burundi. Je prends la Guinée sous Sékou Touré, où la pratique de l'enseignement dans les langues nationales avait pu être menée. Mais regardez où en est l'état du système éducatif dans ces pays. À la chute de Sékou Touré, ce qui m'a surpris à la radio guinéenne, ce sont les revendications des populations qui ont demandé qu'on mette fin à l'apprentissage dans les langues nationales. Il y a de quoi s'interroger. Absolument. Et de quoi se demander pourquoi dans beaucoup de pays africains, cette expérimentation de l'imposition des langues nationales dans les premiers cycles, le cycle fondamental, a eu du mal à réussir. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous avons trouvé les outils, les maîtres qu'il fallait? Est-ce que nous avons pu transférer les contenus dans nos langues? Nous avons eu une rencontre avec la Confémen pour l'apprentissage des mathématiques et nous nous sommes dit que parler de mathématiques, de chiffres en Wolof à un petit Sénégalais wolophone, c'est plus facile que de lui imposer les chiffres en français. Absolument. Donc, c'est bien de commencer. Maintenant, l'accompagnement, je pense qu'il y a un pays comme le Mali qui a fait quand même des choses assez intéressantes. Le Burkina Faso aussi attendait. Mais on n'a pas encore réussi à généraliser ça. Mais pourquoi? Je pense que c'est une grande question qu'on devrait tous se poser. Oui, qui parle d'enseignement du français parle forcément de la problématique des manuels. Tout à fait. Je crois que c'est un support incontournable. Oui. Ne pensez-vous pas aussi qu'aujourd'hui, avec le recul et en tant que formatrice, que la question des manuels aussi doit être une question qu'il faut régler? Une question de souveraineté. De souveraineté. Comme vous le dites, à l'ère de cette refondation. Absolument. Alors là aussi, il y a toute une historique à évoquer. Tout à l'heure, on a vu Moussa et Giga. Ensuite, nous avons évoqué les manuels. Vous avez parlé de l'AOF entre en scène. Voilà, un document qui date aussi de 1952, préfacé par le président Senghor, au moment où les pays africains vont choisir de faire la communauté avec la France ou alors l'indépendance, disons, de façon individuelle, comme la Guinée l'avait fait. Okay. Mais c'est pour dire qu'il y a des choix, des choix éducatifs. Parce qu'aller ensemble vers une conception de programme commun aux Africains, nous avons l'Union africaine, nous voulons l'unité, nous savons que l'on est plus fort quand on est ensemble. Absolument. Donc nous avons intérêt à partager. Qu'un petit Guinéen vienne au Sénégal continuer ses études, on ne devrait pas avoir de problème. Mais on a quand même, je vais dire, une évaluation différentielle des systèmes. Je me rappelle quand j'ai été invitée, c'était la CCT à l'époque, à participer à la conception des manuels de littérature francophone régionaux, Afrique de l'Ouest, de l'Est, Nord, etc. Nous sommes venus, nous, Sénégalais, avec un projet. Et quand j'ai présenté mon projet à mes collègues du Niger, par exemple, ce que je voulais offrir aux enseignants sénégalais, il a fallu que je l'explique à mes collègues universitaires. Et à l'époque, je me disais, si je compare les systèmes éducatifs, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est à peu près le même niveau. La Guinée, le Mali, vu les choix politiques antérieurs, avaient aussi des questions de différence. Absolument. Et je mettrais deux pays comme le Niger et la Haute-Volta entre ces deux extrêmes. Donc, vous voyez, selon les choix politiques, c'est un choix politique. Absolument. Qu'il va falloir assumer. Quand je décide d'enseigner l'anglais au primaire au Sénégal, il va me falloir trouver les manuels adéquats. Il va me falloir former ces maîtres du primaire qui ne sont pas ceux du secondaire et de l'université. Absolument. Donc, vous voyez, je dis, oui. le manuel, c'est un outil de travail. Mais c'est aussi un package culturel, idéologique que je donne à consommer,
à cet enfant que je prépare pour une société. Absolument. Nous voulons des sociétés éducatives et éducatrices. Je vous ai écouté lors de vos émissions avec mes chers collègues que je félicite en l'occurrence là, pour dire que, au fond, une société, on va dire, elle a l'école qu'elle mérite. Très bien. Donc, en revenant un peu sur, en passant en revue les manuels, Oui, vous avez parlé de Moussa et Ziglas, oui, vous avez parlé de l'AOF entre en scène, oui, nous avons donc Falk et Khan, tome 1, oui. Et le tome 2, le tome 2, qui était pour le secondaire. Pour le Tome 1, c'était en troisième qu'on l'utilisait. très bien. Maintenant, il y a aussi quoi, un manuel, en tout cas, que tout le monde appréciait, Oui, qui, pour beaucoup de profs de français, vraiment était le meilleur. le meilleur. Texte à l'expression. Alors, des textes à l'expression, la petite histoire, contrairement à Falk et Khan, les textes à l'expression sont conçus par cette nouvelle Commission nationale de réforme de l'enseignement du français, mise sur pied par le président Senghor, dans laquelle il y avait beaucoup de coopérants, mais aussi des Sénégalais aussi célèbres que Mme Aminata Sofal, Absolument. le professeur Mohamedou Kane. Il y avait aussi le professeur Abou Touré, qui était aussi un de nos maîtres à l'école normale supérieure, Mais qui était membre de cette commission. Mais ce qu'on ne comprend pas, en tout cas pour beaucoup de collègues, Mhm. tout d'un coup, ce manuel-là disparaît. Oui. Alors, il disparaît comment? Et on dit il disparaît comment? Et pourquoi? Parce qu'il est produit par les nouvelles éditions du Sénégal. Il faut savoir que les nouvelles éditions ont été aussi mises en place pour pouvoir produire des livres africains, nouvelles éditions africaines qu'on partageait avec la Côte d'Ivoire, le Togo et je pense le Bénin. Entre-temps, les nationalismes se sont un peu exacerbés. On a eu NEI, nouvelle édition de Côte d'Ivoire. On a eu NEA-S Sénégal. Et à un moment donné, le gouvernement sénégalais, qui avait demandé à NEA de produire ses manuels des textes à l'expression, a décidé de ne plus continuer ce contrat avec la maison éditrice. Donc, question de financement. S'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de production de manuels de ce genre, dont on avait aussi le secondaire, le déracinement et l'engagement, et le livre de terminale, qui était sénégalais, mais qu'on exportait vers d'autres pays. Très bien. La Commission nationale. Et tout d'un coup, on dirait alors, tout d'un coup, ce patrimoine-là disparaît. C'est la guerre. C'est la guerre sous... J'ai failli dire la guerre des Gaules. Oui. La guerre de domination par les maisons d'édition, je ne veux pas dire français seulement. Nous avons, je ne sais pas si je dois les citer, Nathan et Dicef, qui se font la guerre aussi pour maîtriser cet immense marché du manuel africain. Très bien. Et puis, bon, voilà. Donc, une production, la nouvelle méthode de français. Je suis co-autrice de cette version-là, qui est venue un peu avant l'actuelle qui est en vigueur dans les classes au Sénégal. Et le français en 5e, 6e, j'avais l'exemplaire. Je pense que j'ai dû... Absolument. Voilà. Pour dire qu'il y a aussi la guerre des manuels à travers les éditeurs. Et si on veut la souveraineté, je vais vous demander, Monsieur B, mais où est l'INEAD dans tout ça? Très bien. Je crois que... Bonne question. Nous consacrerons d'ailleurs une émission à l'INEAD, parce que depuis la réforme, la loi d'orientation 71-36, le rôle qui lui était dévolu, tout ça à travers la production de manuels, surtout pour ce qui est, n'est-ce pas, des langues nationales. Tout ça nous dit... Alors, en tout cas, on envisage une grande émission consacrée à l'INEAD pour voir un peu ce que cet institut-là a dû jouer dans la confection des manuels. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui que le constat est là, parce que la résultante de tout cela, c'est qu'il y a pièce de niveau en français. Voilà. De votre position de formatrice et d'inspectrice, quelles sont, selon vous, les raisons et surtout les signes les plus inquiétants observés sur le terrain? Alors, les raisons, je dis, une langue qu'on ne parle pas, on ne peut pas la maîtriser. Vous savez, lors du décès de ma mère, je me suis retrouvée dans le village de mes parents, à l'église, et au moment où ma famille m'a déléguée pour parler,
de ma mère devant l'Assemblée, je vous assure, M. Bey, que j'ai eu du mal à parler dans ma langue maternelle. Parce que depuis que je vis au Sénégal, je n'en parle plus. Et je valsais entre le samo, le djoula, et puis finalement le français. Donc il y avait... Le déchirement. Tout à fait. Mais parce que si je pratiquais, je continuerais. Kizerbo, dont vous me parliez tout à l'heure, on va y revenir. Quand on se rencontrait, il me salue en samo, dans notre langue. Il ne me salue pas en français. Ok. Pour dire qu'il faut pratiquer une langue pour la maîtriser. Mais aujourd'hui, promenez-vous dans les cours d'école et même dans les classes, dans les amphis, dans les universités. Qu'est-ce que vous entendez parler comme langue? Ce n'est pas le français, ni l'anglais. Encore que les étudiants en anglais étaient très fiers de montrer qu'ils avaient l'accent d'Oxford, qu'ils s'assumaient avec fierté la maîtrise de cette langue étrangère. Je dis bien étrangère entre guillemets. Mais pour dire que, avec mes étudiants, quand je donne des TD par exemple, je circule, je regarde, j'entends le Wolof et je leur dis en rigolant Dégouma Wolof. Pour leur dire, on va quand même en cours de français s'exprimer en français. Absolument. Parce que nous devons ensuite enseigner ce français. Donc, lire en français. Et je félicite à l'occasion la grande journaliste qui est la fille du recteur Thiou, avec notre collègue Annie Colli, qui ont institué un concours de lecture à haute voix que les enfants, les jeunes enfants du primaire adorent. Maintenant, oui. Et qui permet de montrer qu'on maîtrise la langue. Quand on lit bien un poème, un texte, de même qu'on slame avec plaisir aujourd'hui, aussi bien en français, en anglais qu'en wolof. C'est l'exemple pour montrer que quand on maîtrise une langue, on peut faire des merveilles. Absolument. Absolument. Et donc, on doit faire cet effort d'apprendre la langue, apprendre à lire dans cette langue, apprendre à communiquer dans cette langue. Ça, c'est un de nos objectifs. Absolument. Apprendre à argumenter, à se défendre. Eh bien, je suis à la FASTEF avec de futurs enseignants et je vous assure, mes étudiants, ils pourront m'entendre. Il y en a qui viennent me voir en me disant, Madame, j'ai du mal à parler en public. Madame, je ne sais plus lire à haute voix. Donc, je reprends ce béaba avec des gens qui ont le bac. Absolument. Vous imaginez ça? Absolument. Et je les encourage. Ça, c'est pour insister sur ce que j'ai appelé la formation continue et continuée de l'enseignant et l'auto-formation. Absolument. Mon propre cas, je débarque d'Europe pour me rendre compte que pendant que je faisais mes études, l'Afrique a avancé. L'Afrique a mis en place des maisons d'édition clés à Yaoundé, NEA du côté de l'Afrique de l'Ouest, pour produire les auteurs africains avec présence africaine à Paris. Et que ces textes-là sont maintenant enseignés dans les classes en Afrique. Moi qui suis dans un système français, bon, bien sûr, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Camara Lai, mais il y avait eu d'autres écrivains que je ne connaissais pas. Pour dire que l'enseignante que j'étais s'est sentie obligée de lire un peu plus que tous ses élèves pour pouvoir leur parler. Très bien. Ça, alors si l'enseignant ne fait pas cet effort, il fait du surplace, il reprend les mêmes fiches, il est incapable d'innover. C'est vrai qu'il y a un programme, même si ce programme est parfois imposé, mais je dis qu'un enseignant, je leur dis, ne soyez esclave d'aucun manuel, pour ne pas dire d'aucune méthode. L'essentiel est que ce que vous voulez faire passe avec la démarche que vous avez choisie et que vos apprenants comprennent et soient autonomes à la suite de cet apprentissage. Oui. Mais cette problématique-là, observée avec la non-maîtrise du français par tous les acteurs, hein, tous. Les enseignants, les élèves, les étudiants, mais selon, et même des autorités. Et des autorités, parce qu'on en a quand même des cas assez croustillants. Oui. Mais qu'est-ce qui, selon vous, explique fondamentalement cette baisse de niveau constatée, ou bien c'est une baisse de... En fait, c'est lié à plusieurs causes, selon vous. C'est peut-être un rejet, c'est les fondamentaux qui ne sont pas peut-être réglés de la base. Il y a une combinaison de causes qui explique cela. Par exemple, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Moi, je dis qu'il y a un lien entre les différents niveaux de notre système. Vous avez l'école primaire maintenant, c'est le cycle fondamental. Ensuite, vous avez donc jusqu'en troisième le cycle fondamental. Vous avez le lycée.
Après, vous avez l'université, la formation professionnelle aussi. Mais avant, quelle que soit la série dans laquelle vous étiez, les scientifiques, ils étaient capables d'être de très bons littéraires. Quand on voit, par exemple, Souleymane Bachir Diagne a fait d'abord un bac C avant de devenir agrégé de philo. Il n'y a pas de frontière à ce moment. On ne dit pas qu'on forme des scientifiques à qui on ne va pas apprendre le français, l'anglais et l'allemand, pourquoi pas. Parce que ces gosses-là sont, je vais dire, des cracks, entre guillemets. Sont capables d'être brillants dans les matières scientifiques et aussi dans les matières littéraires. Absolument. Et qu'il ne faut pas leur fermer cette perspective. Absolument. Personnellement, j'ai une de mes filles qui a fait le lycée Louis-le-Grand. Elle a fait le concours général, elle a été sélectionnée. Et quand elle arrive à Paris, au lycée Louis-le-Grand, elle nous téléphone à son père et à moi et en nous disant, papa et maman, donnez-moi des cours de français et de philo. Ah oui? Pour la série Est-ce qu'elle est? Des cours de français, parce que tout le reste, on suppose que tu le maîtrises. Absolument. Donc, il faut maintenant rajouter le plus, c'est de voir un scientifique, il y en a à la FASTEF, le professeur Cheikh Tidiane Sall, grand physicien, mais qui parle français-anglais, comme s'il était un prof d'anglais ou de français. Absolument. Mais comment dire, pourquoi ne veut-on pas qu'un scientifique soit aussi un crack dans les matières littéraires? L'inverse est un peu difficile, que les littéraires deviennent des cracks en sciences et en SVT. Moi, en tout cas, je suis nulle en SVT. Mais je dis, nous sommes multilingues, les Africains. Absolument. Profitons de cette facilité que nous avons à parler plusieurs langues pour nous enrichir. Absolument. Pour nous enrichir. Mais ne pensez-vous pas aussi que... Donc ça, c'était une des premières causes. Ensuite, la formation des enseignants. C'est là où vous allez en venir. Un très gros morceau. Absolument. Le Sénégal a fait des choix. Généralisation de l'éducation nationale. Tout le monde a droit jusqu'à 16 ans. Création d'établissements de proximité dans lesquels il faut mettre des enseignants. Mais cette formation des enseignants, on a eu, nous, à la FASTEF et NS à l'époque, à refuser la bivalence. Comment peut-on demander à quelqu'un qui a le bac seulement de maîtriser 2 disciplines et de les enseigner, alors que ceux qui ont la licence et la maîtrise n'enseignent qu'une discipline? Donc déjà, première difficulté. Ensuite, on a eu des recrutements de vacataires et de volontaires. Et je donne toujours cette image que si le pilote de l'avion que je vais prendre n'a pas son brevet de pilotage, ben moi, je n'aimerais pas entrer dans son avion. Absolument. Parce que je ne sais pas où il va me conduire. Absolument. Alors, comment, dans une classe, donner l'avenir de 60 à 70 enfants à quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il doit faire avec eux? C'est un problème de conscience, de responsabilité. Lui-même ne devrait pas, l'enseignant qui n'est pas formé, ne devrait pas accepter ça. Devrait se dire, j'ai une grosse responsabilité. Ces enfants, je dois les mener d'un point A à un point B. Absolument. Que faire si moi-même, je n'ai pas les moyens de le faire? Donc, je dis, c'est quand même déplorable. Une fois, j'étais en inspection au lycée Seydou Nourou-Tall. Dans la classe, ma stagiaire fait une petite faute au tableau. Et il y a un petit garçon qui était assis à côté de moi, qui se lève et vient me murmurer à l'oreille, « Tata, c'est pas comme ça. » Oui. Donc, vous voyez ça? Absolument. Donc, je fais des petits signes à ma stagiaire pour qu'elle corrige un peu, qu'elle prenne du recul par rapport à son tableau. Absolument. Donc, pour dire que c'est un devoir pour les enseignants de se former, de continuer à se former. Oui. C'est un devoir pour le pays, pour le système éducatif, de vouloir de donner une bonne formation. Mais, surtout à la base, surtout le primaire. Oui, très bien. Mais on pointe aussi du doigt souvent la responsabilité de la FASTEF dans la formation continue des enseignants. Quelle est aujourd'hui, alors, est-ce que c'est assumé? Est-ce que c'est fait? Qu'est-ce qui est réellement fait? Moi, je n'ose pas dire que c'est une fausse accusation. Parce que les effectifs à la FASTEF sont limités. Regardez, pour le recrutement de cette année, j'ai demandé au chef de département. Il y a eu 20 000 candidats. 20 000? 20 000. On va en recruter combien? Peut-être 200. C'est énorme, ça. C'est énorme. Ça veut dire que les jeunes, ils ont besoin d'emploi.
Ils ont besoin d'emploi. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'emploi que n'importe qui va vouloir être enseignant. Absolument. Donc, Par il y a un défaut, concours. enseignant par défaut. Il y a un concours, je n'ose pas vous montrer le sottisier qui a résulté des corrections de ce concours d'entrée. Moi, je dis, à ce moment, au vu de ces fautes-là, je regarde derrière moi. Ils viennent du secondaire et du collège et du primaire. Absolument. Est-ce qu'à chaque niveau, on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils aient, on parle de compétences. Absolument. Est-ce qu'on a respecté le quota pour que ces gens-là aient les compétences? Est-ce qu'un bachelier que vous entendez, un maîtrisard ou un qui est en master, qu'il est incapable de s'exprimer correctement devant n'importe quel interlocuteur? Est-ce que c'est normal, ça? Il y a un blocage quelque part. Parce que si vous ne maîtrisez pas la langue, vous allez bégayer, vous allez chercher vos mots, et vous allez bredouiller, vous n'allez pas pouvoir communiquer. Absolument. Absolument. Donc on a, oui, je crois on a du pain sur la planche. Oui, en tout cas, au niveau de la base, je veux dire au niveau des collèges et l'école de base, il y a eu en tout cas, de nouvelles initiatives qu'on a constatées, c'est un peu les phares. Oui. Les progressions harmonisées. Oui. Et en tant que spécialiste de l'enseignement du français, que vous inspirent ces initiatives? Alors, sont-elles pertinentes? Sont-elles bien élaborées? Ou bien simplement aussi, c'est juste une façon de jeter de la poudre sur les yeux? Aux yeux? Oui. Non, je pense que nous sommes dans un système national d'abord. C'est l'éducation nationale. Tout le monde devait avoir droit à tout ce dont il a besoin pour arriver à tel ou tel niveau, selon les orientations, les choix. Etc. Voilà. Par exemple, hier, on était avec le responsable du Centre national d'orientation scolaire et professionnelle. C'est une structure importante. Très important, mais est-ce qu'il a sa place aujourd'hui dans le système? Donc, la chose que je voudrais dire, c'est que au moment où on choisit de faire telle branche, on doit avoir, comme disent les Anglais, un background. Nous, par exemple, dans le programme de français que j'ai là sous les yeux, quand vous passez en seconde, nous nous demandons tout de suite, avant de vous donner le programme de seconde, nous nous disons quels sont les prérequis. Avant d'entrer en seconde, qu'est-ce que tu dois être capable de faire? On parle de compétences, les compétences par niveau. Si tu n'as pas ces compétences-là et tu veux accéder au niveau supérieur, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va dire que tu as des trous. Absolument. Un bâtiment avec des trous, il va s'effondrer quelque part. Absolument. Donc, il y a ce souci de consolider par étapes. Maintenant, je dis évaluer. C'est forcément en rapport avec un apprentissage, un enseignement-apprentissage. On n'évalue que ce qu'on a enseigné. Et l'élève est censé restituer ce qu'il a appris d'une façon ou d'une autre. Absolument. De façon intelligente, clairvoyante. Donc, je dis aujourd'hui, si on harmonise au plan national, par exemple, le bac, c'est un examen national. Les épreuves du BFM, c'est national. Ce n'est pas par région comme, par exemple, en France, il y a des épreuves par académie. Chez nous, c'est national. Donc, tous les élèves de 3e devraient être capables de traiter les épreuves qui ont été données à cet examen. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que quelque part, l'enseignement, les professeurs n'ont pas rempli leurs devoirs, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour mettre à niveau. Et que dans une classe de 60 élèves, je n'ai pas le droit de travailler pour les 10 meilleurs. Je devrais être capable d'apporter un plus à ceux qui en ont le plus besoin, de prendre en charge ceux qui sont en difficulté, des difficultés spécifiques. Et je vais me permettre de faire allusion à un livre qui vient de paraître, celui d'un inspecteur de l'élémentaire, Amadou Moustapha Sen, qui a publié ses mémoires, L'école, mon choix, ma passion. Alors, dans son itinéraire, c'est quelqu'un qui il s'est jeté dans l'enseignement parce que son père a dit, maintenant, il faut que tu aides ton grand frère à faire ses études dans le supérieur. Au lieu d'aller au lycée, il va être, comment ils appellent les instituteurs bouche-trou.
Vous avez vu l'expression? Oui, c'est ce qu'on appelait un peu l'aile de Bouche-trou. dinde. Voilà. Bouche-trou, c'est-à-dire sans aucune formation, on vous balance quelque part. Absolument. On le balance en Casamance. Lui qui est Wolof, va te débrouiller devant les petits Diola et autres. Et c'est traumatisant et pour l'enseignant et pour les élèves. Absolument. Donc, il vit ça. Mais il décide de se battre, de se former jusqu'à devenir, avoir son CAP, à passer l'inspectorat. Et aujourd'hui, il peut partager avec nous L'expérience. l'expérience. Alors moi, je dis, nous devons tous continuer à nous former. Nous ne devons jamais dire, j'ai arrêté. Et il y a des outils, il y a des revues, il y a des magazines. Par exemple, je suis à la FASTEF, je demande à mes étudiants, est-ce que vous avez vos cartes de bibliothèque? La BU de la bibliothèque de la FASTEF, elle est là. Vous pouvez faire 2 ans à la FASTEF sans jamais y mettre les pieds. Absolument. Il y a des trésors de revues Absolument. pédagogiques. Énorme, Il y a une énormément de bibliothèque. ressources. Regardez mon Falkekan, je ne l'avais pas. Donc, je décide d'aller le prendre à la FASTEF. Je sais qu'il est là-bas. Très bien. Hier, je demande et le jeune homme qui garde, qui est en bas, il me dit, il n'y a pas ce manuel. Je dis non, monsieur, j'ai fait 40 ans dans cette école. Je sais qu'il y a des... Je dis, regardez à tel endroit. Et il est parti Il les a trouvés. Très bien. Mais il ne les connaissait pas. Très Voilà. bien. Donc, qui parle donc de performance, parle forcément d'accompagnement. Tout à Mais fait. vous avez été membre à la fois de la Commission nationale de français et vous avez aussi dirigé l'association des Sénégalaises et professeurs de... Mais qu'est-ce que ces structures-là font concrètement, apportent à l'enseignement du français? Bon, là aussi, j'ai dit mes petits souvenirs. Dans les années 80, on avait une association des profs d'histoire géographie et d'anglais qui nous complexait. Ils faisaient tellement de belles choses. Nous, on n'avait pas d'association. Il y en avait eu une, mais qui avait périclité. Et on les regardait, ils faisaient, parce qu'ils prenaient en charge le corps enseignant de leur discipline. Absolument. Et avec feu Maguette Camara, notre premier président, Absolument. qui fut proviseur du lycée Galandou Diouf, sous l'arbre de l'ENS, là, nous avons décidé de créer l'Association sénégalaise des professeurs de français. Français. On avait de lettres. On avait des ASPL. Et puis, avec l'ambassade de France, ils ont dit, si vous voulez qu'on vous aide, il faut qu'on voit le mot français là-dedans. Vous voyez, donc on est devenu ASPF. Alors, cette association organisait des journées pédagogiques thématiques, régionales et nationales. Elle faisait des tournées. Elle allait expliquer, par exemple, le programme, savoir lire le programme. Le programme, je vais dire, c'est la Bible, c'est le Coran de l'enseignant. Absolument. Si vous ne l'avez pas, mais qu'est-ce que vous faites en classe? Absolument. Pour dire qu'une association de professionnels, elle a un rôle. C'est-à-dire de soutenir, d'encourager, d'accompagner les jeunes, ceux qui ont des difficultés particulières. Et là, je vous assure, c'est une sorte de famille qui, au fil des ans, on a été créé c'était quelle année encore? Bon, moi, j'ai été présidente, la deuxième présidente. Après, il y a eu Mamadou Koulibaly. Actuellement, c'est le professeur Mamadou Dramé qui est l'assesseur. Mais grâce à cette association, je vais dire qu'avant moi, nos présidents allaient à la rencontre internationale des professeurs de français. Ah oui? Il y a une association internationale, FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français. Seul le président allait au congrès, etc. Moi, je suis nommée présidente et je dis, mais on doit pouvoir y aller. Plusieurs. On a réussi en l'an 2000 à aller à Paris, 9 membres de l'association du bureau. Ah oui? Comment j'ai fait ça? Mais je ne sais pas. Rien n'est impossible à Dieu. On s'est rendu compte qu'il fallait aller voir nos autorités, aller voir des bailleurs potentiels. Des gens, par exemple, combien de professeurs d'anglais sont allés en Angleterre? Aux États-Unis. Mais combien de professeurs de français connaissent la France? Ouais. On a posé la question à l'ambassade. Pourquoi on a du mal à avoir un visa pour aller en France? Si je veux aller en Espagne pour améliorer mon espagnol, on me laisse y aller. Absolument. Mais pourquoi je n'aurais pas le droit d'aller en France si ça me plaît? Donc déjà, ça, c'était une revendication. On ne l'a pas tous. Mais je veux dire, c'est intéressant d'aller écouter aussi
Je n'ose pas dire comme dit, comment il s'appelle encore, les compagnons de Senghor, là. Le français de France, le français français, le français des Français. J'oublie son nom. Mais ce Qui qu'il y a c'est? de motivant, hein, c'est le Césaire troisième. Non, non, c'est l'autre de la Bertrand Guyane. Damas. Gontran de Damas. Voilà. Il dit le français français, le français de France. Absolument. Mais pour dire que c'est motivant pour un enseignant d'aller dans le pays dont il parle la On langue. appelle les bains linguistiques là. Le bain linguistique, c'est important. On n'en a pas toujours besoin, mais c'est intéressant de faire des voyages culturels. Absolument. Je ne dis pas qu'on va leur permettre d'émigrer, de se Non, sauver. non, non, non. Mais on a exigé, pas exigé, on a demandé cette possibilité. Et- Et avec le réseau dont je vous parle, REPROFEFA, c'est le président de la Fédération internationale qui nous a demandé de le créer pour la scolarisation des filles en Afrique. Et hier au ministère, avec monsieur le ministre Guirassy, nous avons tous constaté que la scolarisation des filles a dépassé ce qu'on espérait. Absolument. Elles sont plus scolarisées que les garçons. Elles réussissent aux premières places aujourd'hui et les garçons réclament qu'on prenne en charge leur formation. Très bien. Donc, vous voyez, Je crois il y a ces associations ont un rôle important. Très bien. Je crois que de la même manière, Oui. nous allons réclamer un second entretien. Parce que les choses sont allées très vite. Très vite, hein? Et au niveau de la régie, On vous fait signe. on déjà fait signe. Voilà. Donc, ce que nous demandons, Oui. comme il s'agit de réclamer, Tout à fait. nous sommes en droit de réclamer un second entretien parce que, en vérité, Oui. comme peut-être le dirait votre mari en Wolof, Oui. nous fait les préjudices ci cin bi pour une seconde, pour une première émission. Voilà. Et je crois que nous allons devoir donc programmer un second entretien pour encore entrer en profondeur alors sur les raisons, Oui. en tout cas, de cette baisse de niveau, Oui. les initiatives qui sont prises par-ci, par-là. Tout à fait, je pense que Et là n'est-ce pas, aussi. je crois que c'est comme ça que nous aurons peut-être l'occasion d'approfondir. C'est Parce ça. qu'on était simplement tout à fait au début, n'est-ce pas, du questionnement. Mhm. Et je crois que comme vous nous l'accordez, Oui. je pourrais simplement, pour aujourd'hui, Oui. alors peut-être une dernière question avant de vous demander, n'est-ce pas, votre mot de la fin. Oui. Voir est-ce que vous ne pensez pas aussi que la question démographique qui est souvent occultée dans le diagnostic de notre crise, de notre système éducatif, Oui. n'y est pas pour quelque chose. La question démocratique, vous avez dit qu'il y a une sorte d'explosion démographique. On est pas loin de 18 millions aujourd'hui au Sénégal. Oui, Et quand on donne, par exemple, les effectifs des candidats au bac, au BFM, au certificat, on voit quand même qu'il y a une progression. On devrait être heureux de ça. Si on parle des objectifs pour le développement durable, les ODD, on a droit à la scolarisation. Donc, c'est bien d'avoir créé des établissements de proximité. Mais il faut y mettre des maîtres et des maîtresses compétentes qui puissent accompagner. Il faut du matériel didactique. Il faut des évaluations continues et finales, sommatives, qui permettent de donner des diplômes. Il faut des orientations pertinentes selon les profils que ces enfants ont. Ce matin, je me suis amusée à vous envoyer un message dans lequel nous apprenons que la Chine a décidé d'accorder le doctorat à des gens qui ne sont pas forcément étudiants, mais qui ont inventé telle machine, telle chose, etc. Donc, il y a une sorte de révolution dans l'attribution d'un titre universitaire. Maintenant, nous allons nous poser des questions. Nous allons vers l'autonomie, vers l'indépendance, aussi bien dans la conception des choses, la conception de notre projet de société, la refondation de notre système éducatif. Qu'allons-nous prendre en main? Que pouvons-nous prendre et que pouvons-nous laisser tomber? Je dis bien attention à ce que nous allons laisser tomber, pas le bébé avec l'eau du bain. Absolument. Donc ça, c'est une petite mise en garde qu'on aura l'occasion de développer. Très bien. Voilà, à l'entame de notre discussion, beaucoup de ma génération, en tout cas, pensent que vous étiez la fille de Kizerbo.
Oui. Est-ce que vous pouvez éclairer notre Un tout lanterne petit avant peu. votre mot de la fin? Alors, je vais dire, comme on dit chez les Africains, que le professeur Joseph Kizerbo, c'est mon papa. Entre guillemets, c'est l'aîné, le grand frère de mon père. Alors, dans la famille, ma grand-mère est l'épouse du grand frère du père de Joseph Kizerbo, le papa Alfred Diban, sur lequel il a écrit un livre. Et donc, Sama Bayem, comme on dit en Wolof, est la cousine directe de la famille Kizerbo, tous les enfants. Absolument. Sauf que ce papa, il est décédé et ma grand-mère, donc, a eu 2 autres enfants, mon père et ma deuxième Bayem, d'un autre nom, donc mon nom Bonani. Ouais. Mais qui a éduqué les enfants de ma grand-mère, qui est resté dans la famille la concession, Kizerbo, comme on dans dit. la concession qui jouxte celle de la famille Kizerbo, où aujourd'hui vous pouvez trouver le mausolée du professeur Kizerbo à côté de la tombe de son père et de son épouse que nous avons ramené aussi Très bien. dans cette maison. Donc, c'est à la manière africaine du côté paternel. Ce sont les grands frères de mon père et c'est à la famille Kizerbo que Mamou Sediaye est allé demander ma main. Très bien. Voilà. Maintenant, votre mot de la fin pour aujourd'hui? Alors, le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier, M. Bey, ainsi que toute l'équipe de la DRTS, d'avoir ouvert ce créneau d'échange. Je vous ai écouté, je vous ai suivi avec mes collègues que je félicite, aussi bien les IGF, les inspecteurs généraux, que ces invités, super invités que vous faites venir dans vos émissions. J'ai écouté sur les familles métisses, j'ai écouté avec plaisir le professeur Falumbo, qui fut aussi mon étudiant, sur le préscolaire, que j'ai beaucoup aimé. Mon frère Diao Faye, je l'ai aussi écouté. Quant à mon frère Macham, I speak English with him. Le 5 kilos. Pour dire que j'espère que votre émission est fort écoutée par les enseignants. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend de ceux qui ont vécu, qui ont accompagné le système et qui sont aujourd'hui, comme moi je dis, je suis en retrait, mais je reste tout le temps connecté à ce qui se passe. Je dis, par exemple, je regarde les sujets du bac de cette année. Voilà, on va relancer les choses à partir de là. Face à l'attitude d'un chef d'établissement qui demande qu'on n'enseigne plus que Kochi Barma, les grands marabouts, les grands hommes de l'aide de notre société, et qu'on ne voit plus ni Hugo, ni La Fontaine, ni d'autres étrangers dans notre système. Mais quand je dis au bac que cette année, on a donné un recueil de contes un texte extrait d'un recueil de contes du Moyen-Âge français, mais qui ressemble à nos contes africains, à une épreuve du bac. On a donné un des sermons de Bossuet, 17e siècle. Il y a combien d'élèves et d'enseignants qui connaissent encore les oraisons funèbres de Bossuet? C'est passé au bac. On a donné un texte d'Apollinaire qui fait l'éloge de la guerre. Qui est-ce qui connaît Apollinaire, les calligrammes et autres? Très bien. Je crois qu'on va... J'ai posé la bonne question. J'évalue. Moi, j'évalue, mais qu'est-ce qu'on enseigne en amont? C'est le titre d'un ouvrage. Hein. Très bien. Je crois que... merci. Nous allons parler de tout ça, l'évaluation, la refondation, tout ça. Ça a été un réel plaisir de vous avoir. Merci à vous. Je crois vous. que nous n'en avons pas encore fini. Comme nous l'avons dit, vous nous avez promis de revenir parce que nous n'avons pas tout terminé. Donc, chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous vous donnons rendez-vous prochainement avec Madame André Marie Diagne. Alors, pour continuer les échanges, parce que le sujet est d'une actualité brûlante. Merci Madame. Et, merci Monsieur Bey, merci aux techniciens. Voilà. Et donc, aux chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci.